Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier briefing des marchés de la semaine du 15 mai 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on se dirige tout de suite sur les bourses européennes qui ont terminé quand même une nouvelle fois dans le rouge jeudi, à cause des craintes liées à un ralentissement économique durable et aussi d'une, on va dire, recrudescence des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ayant incité les investisseurs à se replier sur les valeurs refuges. Effectivement, on constate que la tendance est restée minée par les déclarations du président de la Fed, Jérôme Powell, qui a dit mercredi s'attendre à une lente reprise de l'économie américaine tout en écartant le recours à des taux d'intérêt négatifs. Sur le même thème aussi, on a eu le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui a déclaré hier qu'il n'envisageait pas non plus le passage de son taux directeur actuellement à 0,1% sous zéro, tandis que son homologue de la Banque du Japon, lui, ne juge pas nécessaire pour le moment de ramener plus bas ces taux déjà en territoire négatif. Donald Trump, lui, bien sûr, a de nouveau critiqué la gestion par Pékin de l'épidémie de coronavirus et laissé entendre une nouvelle fois que l'accord commercial signé en janvier entre les deux premières économies mondiales pourrait être remis en cause. Encore une fois, Donald Trump a en outre menacé d'imposer de nouvelles taxes aux entreprises américaines produisant des biens en dehors des États-Unis, une autre mesure que son administration pourrait prendre, on va dire, pour éloigner les chaînes d'approvisionnement de la Chine et lever de nouvelles barrières commerciales. Côté US, eh bien, coup de force de Wall Street puisque les bourses américaines ont terminé en hausse malgré une séance, un début de séance, on va dire, assez indécise en raison, comme je vous le disais, de l'incertitude liée aux intentions prêtées à Donald Trump qui évoque à la fois la possibilité d'une rupture avec la Chine, mais, selon l'une de ses porte-paroles, est ouvert à l'idée d'un nouveau plan de relance de soutien à l'économie américaine pour faire face à l'épidémie de Covid-19. De ce fait, on constate que les investisseurs, en fait, ils sont actuellement tiraillés entre d'une part la perspective d'une reprise de l'activité avec la levée progressive des mesures de confinement, notamment aux États-Unis, et d'autre part, comme vous pouvez le voir et comme on l'a vu hier et encore ce matin, la vague d'indicateurs économiques témoignant du choc provoqué par l'épidémie de coronavirus, qui sont absolument catastrophiques. Les espoirs, en fait, hier, cette hausse a été nourrie par les espoirs de la décision de la Cour suprême du Wisconsin qui a invalidé les interdictions de déplacement prises par l'exécutif local, renforçant une nouvelle fois l'hypothèse d'une levée plus rapide que prévu des restrictions de l'activité aux États-Unis. En parallèle, encore une fois, le président américain a été aussi à l'origine de nouvelles inquiétudes en évoquant une rupture des relations avec la Chine, en disant qu'il appréciait énormément le président chinois, mais qu'actuellement, il n'avait pas envie de lui parler pour entamer des discussions. Donc, il ouvre une nouvelle fois la porte à la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Donc, bien sûr, ça ne va pas aider la reprise de l'activité et des marchés si, en plus d'avoir un choc économique dû au coronavirus, Donald Trump décide une nouvelle fois de déclarer une guerre commerciale à la Chine. Bien sûr, on a pris connaissance hier de la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, qui est en août venu rappeler une nouvelle fois que l'économie américaine est durement frappée par la crise sanitaire. Actuellement, on a plus de 36 millions de chômeurs en 7 semaines. C'est du jamais vu quasiment depuis l'après-guerre. Mais, encore une fois,
les marchés restent optimistes et préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pour faire un parallèle avec mes explications, on va tout de suite passer à la partie macro. Ici, on a le PIB. On a pris connaissance ce matin du PIB du premier trimestre en Allemagne et en zone euro. On constate que l'Allemagne a quand même mieux résisté que les autres économies de la zone euro. Le PIB, on va dire qu'il a plongé que de 2,2% contre 3,8% pour l'ensemble de la zone euro. Donc effectivement, on peut dire que ça surperforme, mais pas de quoi non plus se réjouir d'un chiffre aussi mauvais et désastreux, bien sûr, pour l'économie. Et effectivement, l'économie allemande, elle se contracte de 2,2% au premier trimestre, alors qu'on est à 3,8% pour la zone euro. Toutefois, c'est le plus grand effondrement depuis le premier trimestre de 2009. Mais l'Allemagne a fait mieux que l'Italie. L'Italie fait quand même moins 4,7%, bien en dessous encore de la zone euro, donc moins 4,7 pour l'Italie, moins 5,2 pour l'Espagne et moins 5,8 pour la France. Donc finalement, l'Allemagne sort à peu près, on va dire, la tête haute de cette histoire, mais force est de constater que les chiffres sont quand même très mauvais et qu'on se rapproche à des niveaux qui étaient atteints lors de la crise des subprimes. Donc pareil, si on devait une nouvelle fois faire un parallèle avec cette crise, les crises ne sont pas les mêmes, certes, mais les dégâts qu'elles infligent sont semblables à ceux qu'on avait pu avoir durant des phases de stress de marché, que ce soit en 2000 ou en 2009. Toutefois, comme je vous le montrais hier dans les prévisions faites par Goldman Sachs, le PIB allemand était révisé à la hausse sur le quatrième trimestre. Toutefois, l'Allemagne est entrée en récession. Il ne s'agit en plus que de prévisions, donc toujours à prendre avec des pincettes, étant donné le manque, je trouve, de visibilité et d'incertitude qu'il y a actuellement pour l'économie mondiale. Mais toutefois, d'après plusieurs banques, analystes, l'Allemagne, même la France, devrait se redresser au cours du troisième ou bien du quatrième trimestre. Ici, ce sont les demandes de chômage aux USA, pour vous expliquer qu'on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et près de 3 millions d'Américains ont déposé des demandes de chômage la semaine dernière. Le chiffre est ici. Donc, ce qui porte en fait le nombre de demandeurs de prestations liées au virus à environ 36,5 millions au cours des 8 dernières semaines. Ce chiffre est juste impressionnant. Mais derrière, les marchés continuent de monter avec des œillères, tout simplement. On assiste quand même à la plus grande destruction d'emplois de l'histoire des États-Unis, comme le montre ce graphique. On a l'impression que 2009, c'était inexistant. Pareil pour le crack de 87-89 et pareil pour la bulle de 2000. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé ici, comparé à ce qui est en train de se passer actuellement, avec une destruction, on va dire, enfin, du moins 36 millions de personnes au chômage, sans compter les faillites des entreprises et les plans de licenciement, en tout cas des grandes compagnies américaines. Mais pour comprendre pourquoi les marchés ne chutent pas, malgré... Alors certes, on le sait, c'était anticipé, le marché le savait, on savait que les chiffres allaient être catastrophiques, mais tout de même, il n'y a pas de quoi se réjouir d'avoir 36 millions de chômeurs actuellement aux États-Unis. Mais pour comprendre ce qui se passe sur les marchés, il suffit de voir tout simplement le bilan de la Fed. 7 000 milliards. Le bilan de la Fed a atteint cette semaine les 7 000 milliards. Donc, cela explique le comportement des marchés. Encore une fois, les 10% Wall Street sourit, puisqu'ils voient que le bilan de la Fed augmente et la Fed rachète
tout et n'importe quoi et injecte massivement des liquidités pour absolument soutenir l'économie américaine et éviter des faillites et surtout l'effondrement des marchés financiers. Toutefois, ces injections de liquidités profitent à 10%, profitent à Wall Street, ne profitent pas aux ménages, ne profitent pas aux contribuables actuellement. Mais pour le moment, il ne faut pas chercher plus loin, les chiffres ne sont pas bons, mais compliqué de se mettre en face de la Fed quand elle injecte, voilà, on est passé de 4 000 milliards à 7 000 milliards. Donc le bilan de la Fed en seulement quelques semaines, on va dire 8 semaines, a pris 3 000 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Le PIB de la France, pour vous dire, c'est 2 500 milliards. Donc là, on a quasiment plus de 2 fois le PIB de la France, juste pour le bilan de la Fed. Elle avait fait le même, c'est des outils qu'elle a à disposition, donc de gonfler son bilan pour injecter des liquidités et aussi pour acheter des actifs sur les marchés, que ce soit des obligations, des ETF même. Donc c'est des outils dont elle dispose pour éviter l'effondrement et la chute des marchés. Et la dernière fois qu'elle avait intervenu aussi massivement sur les marchés, c'était en 2008. Mais là, ce qui explique en fait la résilience des marchés américains, qui montrent qu'ils sont toujours aussi solides, qu'ils ne chutent pas et qu'ils sont valorisés à des niveaux de janvier, même de janvier et février 2019, alors qu'en janvier et février 2019, il n'y avait absolument pas 36,5 millions de chômeurs aux États-Unis, le PIB ne s'était pas contracté de plus de 4% au premier trimestre, et il n'y avait pas des licenciements en chaîne et des usines à l'arrêt, que ce soit surtout pour les composants électroniques de la tech venant de la Silicon Valley. Mais le bilan de la Fed qui augmente permet de soutenir les marchés pour le moment. Et en 2008, la Fed avait fait exactement le même procédé ici. On était quasiment à 1000 milliards et on est passé à 2000, allez, 2200 milliards. Donc le bilan de la Fed avait pris 1200 milliards. Là, le bilan de la Fed a pris 3000 milliards en 8 semaines. Donc pour vous dire à quel point ici c'est pareil, ça semble ridicule en fait, alors que c'était à l'époque, c'était énorme de voir le bilan grossir, passer de 1000 milliards à 2200 milliards, quasiment en 2005. Mais là, c'est vraiment, comme elle l'a dit, QE illimité et quoi qu'il en coûte. Certains évoquaient même un bilan de la Fed à 10 000 milliards. D'autres pensent que c'est un peu trop élevé, mais c'est illimité. Donc on peut très bien monter à 10 000 milliards en fait. Donc une nouvelle fois, les marchés, malgré les destructions d'emplois, les emplois qui ne vont pas être retrouvés, dans l'immédiat en tout cas, le taux de chômage ne va pas passer de 15% à 3,5% en seulement quelques semaines. La Fed l'a clairement dit mercredi en disant la reprise va être longue, les emplois ne seront pas retrouvés dans l'immédiat et tout de suite, mais pour les marchés, c'est pas grave car tant qu'il y a des liquidités, tant que les marchés sont dopés et que le patient est encore sous dose de liquidité, eh bien, il n'y a pas de raison de chuter. Tout de suite, passons à la partie graphique, en commençant par le CAC 40, qui a atteint un objectif majeur hier, je trouve. Étant donné qu'on a quand même lâché quasiment plus de 3%, on va essayer de faire le point. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, le fameux Dark Cloud Cover a fonctionné. Hein. On était ici, c'était compliqué, certes, mais il n'était pas invalidé. Justement, il fallait une véritable baisse et j'évoquais hier le premier objectif en vous disant il faut aller chercher le gap. Voilà, le gap, le premier gap ici a été comblé. Donc on voit, hein, c'est vraiment la précision. On est pile poil venu combler le gap avant de repartir. Donc, premier objectif
atteint maintenant, je suis plutôt neutre. C'est une journée à 3 sorcières avec l'échéance des options, des contrats. Donc, prudence maintenant. Je considère que le pattern a fait le job, étant donné qu'on est quasiment venu, vous voyez, voilà, pareil, assez propre. Ce rebond technique, on a retracé 50%. Donc, d'un point de vue des prix, d'un point de vue de Fibonacci, on a atteint un objectif majeur. Donc, plutôt neutre, pas spécialement haussier, pas spécialement baissier, parce on pourrait aller un peu plus bas, effectivement, retourner chercher les 50, mais on a encore des obstacles en dessous de nous, et plutôt neutre. Pas haussier parce que on a cassé cette fameuse résistance, on est venu faire un pullback pour le moment, on la travaille, et donc oui, on est bloqué, on risque d'être vite bloqué. Mais on n'a pas non plus une grande baisse à aller pour venir chercher, on est venu combler le gap. Donc reste à savoir maintenant si on va pas évoluer dans un range. Euh, Pareil, pour aller prendre un peu plus de hauteur, il faudrait une nouvelle fois casser les 4350 pour aller chercher les 4500. Là, on aurait la moyenne mobile 50 qui viendrait s'aligner pile poil sur notre niveau de support ici. Donc si on casse, direction 4006. Mais pour le moment, les vendeurs gardent quand même la main, je trouve. Et je n'exclus pas un retour à 4142. Mais pas une baisse, en tout cas, tout de suite. Si on casse, oui, baisse. Après, on pourrait toujours faire une épaule, grosse tête et une deuxième épaule. Et puis peut-être qu'on va casser. C'est pour ça, pour le moment, neutre. On a une séance assez animée aujourd'hui sur les marchés. Donc, un objectif majeur a été atteint. Maintenant, si on casse, ce serait d'aller chercher le deuxième gap ici. Mais pour le moment, on pourrait très bien évoluer encore. Continuer cette phase de latéralisation. Finalement, on a fait quelques excès, mais il ne se passe rien. On est toujours au même stade, en fait. Prisonnier entre 4100 et 4550. On est dans un gros range. Donc, attendons de voir. Peut-être qu'on va faire une épaule, tête-épaule. Encore un peu tôt pour évoquer ce scénario, mais il ne faut pas l'écarter, en tout cas. Là, on avait la première épaule, tête, épaule, on a cassé, effectivement, l'objectif théorique n'a pas été complètement atteint, mais il faut laisser du temps au temps. Et là, pour le moment, je vois plutôt une phase de latéralisation, sauf si gros catalyseur et qu'on casse ce niveau. Voilà, il faut vraiment enfoncer ce niveau, et là, on pourrait véritablement accélérer vers de nouveaux plus bas. Concernant le DAX, c'est la même chose. Mais lui, il n'est pas réussi. Il est assez solide, le DAX, faut le reconnaître. Voilà. Encore une fois, c'est les 10 240. Hein. Mais vous voyez, on a fait une mèche ici, mais sans pour autant, on n'est toujours pas venu combler le gap. Hein. Alors que sur le CAC, on est venu combler le gap. Mais ici, non. Ici, non. Voilà. Et toujours un petit trou de cotation là qui est resté ouvert. Et on ne parvient pas à le combler. Donc, il y a deux gaps à venir chercher ici. Et donc pareil, si on a une rechute finalement de l'indice, eh bien, on a des niveaux techniques à venir chercher. Toujours les gaps, mais là, il va falloir casser le support des 10 240. Et pareil, on pourrait de nouveau ranger entre 10 820 et 10 240 dans l'attente d'un catalyseur. Et seulement si on casse ce niveau, 10 240, si on l'enfonce vraiment en clôture, là, on pourrait se diriger au moins vers les 9 500. Le Dow Jones, très solide, impressionnant, les US comme toujours. Plus 1,5 quasiment, enfin quasiment 1,6 même. Et on tient cette fameuse zone. Donc tant qu'on ne repasse pas en clôture hebdomadaire, voilà. On a tenté hier et gros rattrapage hein, du point bas ici de 22 800, allez, 22 700, il y a quasiment 1000 points. Du point bas ici, le Dow Jones a pris 1000 points en une séance, entre le point bas et le point haut. Et il tient la zone, donc certes on est sous la moyenne mobile 200, on voit que c'est un gros niveau, mais voilà, on fait une mèche, deux mèches, trois mèches, on ne veut pas aller plus bas.
on veut pas aller plus bas. La résilience des marchés américains est juste incroyable. Malgré le chiffre horrible qu'on a pu voir hier sur les destructions d'emplois et sur les demandes d'allocations hebdomadaires au chômage. Mais comme je vous l'expliquais, le bilan de la Fed, les mesures prises par la Fed font que les marchés anticipent une reprise rapide et continuent de garder espoir. Peut-être que c'est un gros pullback dans ce cas-là sur la ligne de coût de l'ETE, mais en tout cas, ça se dégrade. Actuellement, si on repasse au-dessus de la moyenne mobile 50, au-dessus des 23 800 points, ça risque de se compliquer. Le scénario pourrait vite s'invalider, mais là, on pourrait avoir un pullback. En tout cas, si je passe sur le futur, voilà. Là, c'est un peu plus propre, je trouve, sur le futur. On se trouve à la croisée des chemins. Donc là, c'est pullback. Et donc, faut repasser sous les 23 400. Voilà. Si on repasse sous, effectivement, on aurait eu juste un énorme pullback, mais si on casse, eh bien, l'épaule, tête-épaule sera complètement invalidée. En journalier, voilà, on est venu prendre appui, et puis il faut vraiment casser les anciens creux. En hebdomadaire, voyons voir à quoi ça ressemble. Pareil, on voit hein, ce gros niveau, il y a toutes les mèches ici, moyenne mobile 200 juste au-dessus, mais il faut vraiment casser les 23 400, 23 350 en clôture pour avoir plus de baisse. À chaque fois, on tente une fois, le marché reprend, deux fois, trois fois, vous voyez, ici, on est sur une énorme zone en fait. Là, tout ça ici, c'est une grosse zone de prix et c'est une énorme bataille. Donc oui, pour plus de hausse, faut aller plus haut, faut casser ce niveau, clairement, en clôture. Et pour plus de baisse, faut au moins casser les 23 200 en clôture, encore une nouvelle fois. Et là, ça nous permettrait d'aller soit en direction des 22 000, ou soit d'aller chercher un peu plus haut les 25 300. Mais sur les indices US, on a vraiment une grosse bataille des acheteurs et des vendeurs sur ce niveau technique. Concernant le Forex, alors l'euro USD, où en sommes-nous? Sur support encore. Sur support, toujours dans le range. Hein. Encore une fois, on a notre magnifique oblique qui passe, qui vient coiffer les prix ici. Mais il ne s'est pas passé grand-chose, en tout cas, durant la semaine, sur la paire, je trouve. En journalier, on est toujours dans un range. Hier, on est venu taper la borne basse pour le moment. On a une bataille. On a une grosse bataille encore. Et comme toujours, voilà, il faut mieux se positionner sur la borne basse ou la borne haute. Mais l'euro USD était pas très intéressante cette semaine, j'ai trouvé. La paire était un peu ennuyante même. On pourrait cadrer un nouveau range ici. On voit qu'il y a un range 4 heures qui est en train de se mettre en place. Une nouvelle fois. Voilà. On a eu un range 4 heures avec pas mal de mèches. Et là, on tente une nouvelle fois d'aller chercher les 1,0877. Donc on a un gros range 1 heure compris entre 1,078 et 1,10, couplé avec la moyenne mobile, l'oblique de très long terme qui passe par tous les plus bas. Et si on affine en 4 heures, on a un range dans ce range 1 heure à peu près. Pareil, on voit que ici, ici, ce range 4 heures correspond à la borne basse du range 1 heure et la borne haute, elle, correspond au milieu de range à peu près. Donc on a une grosse bataille aussi ici. Donc pour les traders intraday, vous pouvez éventuellement vous positionner à l'intérieur de ce range court terme. L'euro NZD. L'euro NZD qui nous fait un beau démarrage à la suite de l'avalement ici, qu'on évoquait dans les stratégies bourse. Donc magnifique avalement, et ça part. Pour le moment, ça part. Voilà. Donc, il faut aller chercher la moyenne mobile 50.
Et maintenant, il faut aussi savoir si on va partir dans un range ou un double bottom. Là, on a deux creux, soit on casse direction à 86,75, soit on part dans un range. Pareil, on affine en données 4 heures et on voit qu'on peut clairement identifier le range ici entre 1,8255 et 1,7610. Et pour le moment, on est au milieu du range. Donc pareil, il va falloir attendre que les prix reviennent sur la borne haute ou la borne basse. Si on a un chantier de retournement, alors on sera forcément dans une phase de trading range. Et dans le cas contraire, peut-être que l'avalement, lui, plaide plus pour une reprise haussière. Dans ce cas-là, si cassure, eh bien, magnifique double bottom, on casse, on va chercher les 1,8675. Et puis si je reporte la hauteur, si on anticipe la figure, ok, ce serait plutôt les 1,88. Pour le moment, on n'en est pas là, mais premier gros niveau, c'est celui-là, puis après l'objectif théorique. Donc ici, il va falloir attendre que les prix viennent tester la borne haute pour confirmer ou pas une nouvelle rotation ou un retournement de tendance. Le GBP USD, il tente de valider son double top, j'ai l'impression. Enfin, il l'a validé si on prend les mèches. Voilà, magnifique double top ici. Si on prend hop, la mèche qui est là, effectivement, voilà, on a validé, c'est clôturé en dessous, on est sur support. Et si on casse, il faut aller chercher les 1,20, 15 à peu près. L'objectif théorique de ce double top, ça nous donne à peu près 1,20, 15, 1,1858, 1,1858. Ouais, c'est ça. 1,1858, c'est le plus bas d'ici, à peu près. C'est le plus bas du mois d'octobre 2016. Tac. Voilà, pile poil les plus bas. Donc attendons, en tout cas il a été validé pour le moment. On travaille, c'est dommage, là on est pile poil sur les 1,22. On voit que le 1,22 c'est un gros niveau de support quand même. Ici, juste ici, on avait buté ici. Par contre, si on casse les 1,22, là c'est direction les 1,2015. Et si on casse les 1,2015, direction les 1,1866. Pareil. Si certains d'entre vous sont vendeurs, eh bien, ajustez vos stop loss comme il faut. N'hésitez pas à mettre un stop suiveur en fonction de si on casse les niveaux ou pas, ou au contraire qu'on a des niveaux de... Si le marché ne parvient pas à enfoncer le niveau de support, hein, pourquoi pas mettre un stop suiveur pour essayer d'accompagner le flux au fur et à mesure qu'il cassera les paliers clés. Donc là, ce serait les 1,22, 1,2015, 1,18. Enfin, pour terminer l'USD CAD, on est dans un range. On est dans un gros range. Le dollar canadien temporise, il est un peu endormi depuis plusieurs semaines. Et seule la cassure d'une des deux bornes permettrait de donner le tempo, on va dire. Donnera le tempo pour la suite. Voilà. Mais pour moi, on est plus dans un range quand même. Donc, attendons la borne basse, encore une fois la borne haute. Et effectivement, si on casse ce niveau, on pourrait de nouveau aller chercher les 1,4550. Par contre, si on casse la borne basse, gros niveau à 1,3770. Et pareil, derrière, c'est simple, il faut aller chercher la moyenne mobile 200. Pourquoi? Eh bien, la moyenne mobile 200 s'aligne parfaitement au gap laissé ouvert juste ici. Voilà. On a eu un gap et on a la moyenne mobile 200 qui est à peu près au même niveau, voilà, qui est légèrement pentue, mais qui viendrait peut-être s'aligner. Mais effectivement, gros seuil technique à 1,3770, donc pareil, on pourrait très bien avoir un rebond, mais si on enfonce, à mon avis, l'objectif théorique de ce range n'est pas très loin. Voilà, vous voyez, l'objectif théorique, c'est quand même d'aller chercher le gap, à peu près. Je dis bien à peu près. Donc,
pareil, il va falloir surveiller cette paire. Mais on a un gros niveau à 1,3770, il me semble. On va passer. Ouais, je vais regarder ici en hebdomadaire ou en mensuel. C'est quoi? 1,3740. C'est le 1,3770, c'est ça. C'est le niveau qui est ici, 2017, 2004, et là on a travaillé énormément ce niveau. Vous voyez, durant les années 96, 98, on a énormément travaillé ce niveau. Pareil ici, on voyait que ça travaillait, cassait, ça rebondit. Donc on est sur un gros niveau. Les 1,3770, c'est vraiment un très gros niveau pour la paire. Donc pareil, on pourrait très bien voir un piège en fait, si ça casse par le bas, en mode ça casse par le bas, et puis au final ça finit par rebondir parce que la zone, c'est une zone mensuelle, hein, les 1,3770 ici, hein, donc c'est pas un support daily, on est sur un support mensuel, donc le marché risque de le travailler, hein. Honnêtement, c'est un gros niveau technique. Par contre, oui, si on enfonce ce support mensuel, effectivement là ça ouvrirait la voie pour venir combler le gap qui a été laissé ouvert. Et en revanche, la borne haute, je pense, permettrait d'aller chercher, de retourner sur les plus hauts. Sur les plus hauts. Et bien sûr, le dollar canadien, lui, va être corrélé par rapport au billet vert, donc là c'est sur l'USD, donc à l'évolution du billet vert et de, on va dire, sa façon d'être un actif, le dollar est la valeur refuge par excellence, donc forcément, si les marchés sont à nouveau chahutés, le dollar va une nouvelle fois s'envoler face au dollar canadien. Et le dollar canadien est aussi très corrélé au cours du pétrole. Donc il faut faire le lien entre la valeur refuge qu'est le dollar américain et les cours du pétrole qui pourraient s'exciter bientôt avec l'arrivée de l'échéance des contrats du mois de juin le 18 mai. Passons aux matières premières avec le gold. Eh bien, signal technique pour le gold hier avec la sortie par le haut du triangle. Propre, techniquement, rien à dire. Donc voilà, hein, comme d'habitude, hein, accélération, consolidation, accélération, fanion, accélération, consolidation, accélération, consolidation, accélération. Double top, accélération, triangle, et puis de nouveau une accélération en direction de 2008. Normalement, si tout se passe bien. Donc, étant donné qu'il y a de la volatilité, il n'y aura peut-être pas forcément de pullback, hein. Pas de pullback, pas de pullback, pullback, pullback. Mais c'était pas la même période. Ok. Donc, à chaque fois qu'il y a de la volatilité sur les marchés, j'entends trop de personnes me dire j'attends le pullback. Mais le problème, c'est qu'à vouloir attendre le pullback, eh bien, on finit par rater le mouvement, malheureusement. Donc, pour celles et ceux qui espèrent un pullback, peut-être qu'il n'y aura jamais de pullback sur l'or. En tout cas, j'ai remarqué ça récemment. Ici, c'était pareil. Ici, c'était pareil. Et le gold, en période de volatilité, quand il sort d'une phase de consolidation, eh bien, il explose assez rapidement. Donc là, sorti par le haut du triangle, logiquement, devrait retourner. Bon, déjà 1750, hein, premier gros palier, allez venir chercher 1750. Et deuxième gros palier, ben, c'est les 1800. Hein. Là, c'est la grosse zone des 1785, 1800 points. Là, vraiment, c'est le gros niveau. Et à partir d'ici, ça va se corser. Mais si on casse les 1800, par contre, direction les 2100 dollars. Les 2100 dollars, les 1900, 1880, 1900 dollars. En données 4 heures, on peut essayer d'affiner, comme toujours. Voilà, avec cette oblique ici, donc éventuellement peut-être avoir un retour sur l'oblique ici, peut-être repartir, je ne sais pas. Voilà, mais cette oblique, on pourra maintenant essayer de cadrer la dynamique haussière, enfin pas la dynamique, mais
cadrer cette sortie de triangle, je pense à l'intérieur d'un canal. Voilà, parfait. On est dans un canal pour le moment. On peut cadrer cette dynamique à l'intérieur d'un canal. Donc effectivement, si on a une rotation des prix sur la bande basse, ça offrirait potentiellement un pullback. Là, on avait notre résistance à 1420. On peut très bien avoir un repli sur la résistance, au moins avant de repartir. Pour celles et ceux qui veulent affiner leur prise de position, en tout cas. Ici, les canaux permettent, enfin du moins le canal ici, permet de cadrer cette dynamique haussière. Bien sûr, si on sort par le haut parce que le gold décide de s'envoler, eh bien, le canal sera invalidé. Mais pour le moment, c'est haussier. Voilà, le gold évolue en tendance haussière de long terme, de moyen long terme, de court terme. Donc, pour le moment, le gold est tout simplement haussier. Les fondamentaux plaident en faveur de nouveaux plus hauts, le technique aussi, donc l'or a encore de beaux jours devant lui, je pense. Le Brent, toujours au même stade, très surpris du WTI hier, il s'est un peu envolé, je trouve, prendre 10%. Un peu étonné. Bon, on fera le point juste après. Autant le Brent, on est toujours dans le range, rien ne m'étonne, on consolide, grosse résistance à 32. On est dans le range, hein. On est dans le range ici, compris entre 29 et 32, on n'a pas évolué. Alors certes, en hebdomadaire, on a toujours la belle divergence qui est en place, mais on travaille un gros niveau, et donc oui, la divergence plaide pour plus de hausse, en tout cas à venir. Mais les fondamentaux ne sont pas en rendez-vous, c'est un peu ça qui me dérange sur le pétrole. Effectivement, on a une divergence haussière qui plaide pour un retour à 44 $. En tout cas, si je reporte les 50% de la dernière vague de baisse, c'est cet objectif-là. Je suis quand même sceptique, comme vous le savez, sur cet objectif et je reste quand même assez prudent étant donné que les fondamentaux ne sont pas du tout au rendez-vous malheureusement. À court terme, on est dans le range. Toujours dans le range. Donc oui, pour plus de hausse, il faut casser les 32. On est dans le range, si on casse les 32, on ira peut-être chercher les 37. Par contre, si on a une nouvelle rotation des prix, c'est au retour sur les 28, et si on casse les 28, direction les 27. Donc pareil, on est dans une phase de trading range depuis le 5 mai sur le pétrole Brent. Donc en soi, rien n'a changé. On a eu ici la sortie du triangle, boum, on allait chercher la borne haute, et là ça calme. Effectivement, les 32, c'est un gros niveau technique. Pareil, il faut attendre la cassure d'une des deux bornes pour avoir plus de visibilité. En revanche, sur le light, le WTI, j'ai un peu du mal avec cette hausse. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le WTI qui s'envole et le Brent qui ne suit pas, hier on a pris quoi? 10% il me semble? 9%. 9%, bon bah premier niveau, 28,35. Là j'ai pas mis l'Ishimoku, mais vous le savez, hein, si vous mettez l'Ishimoku, là, le nuage est juste là. On a un énorme nuage là qui est à quelques centimes de dollars, mais j'ai du mal. Bon, on est sur résistance, 28,35, pareil, hein, on casse les 28,35, direction les 30,43. On casse les 30,43, direction les 33. C'est step by step. Le problème, c'est que quand on casse, on est quasiment déjà à l'autre résistance. On prend plus 9, on casse, on est déjà à l'autre résistance. Pareil, si on casse, on va déjà se retrouver à l'autre résistance. Il y a tellement de volatilité sur le pétrole que c'est un peu compliqué. Et j'ai du mal avec cette hausse. Actuellement, passer de l'extrême peur à l'extrême euphorie sur le pétrole, encore une fois, on voit l'irrationalité des marchés et du comportement des investisseurs et de leur psychologie, hein. Et je préfère pas faire de pronostics et m'avancer avant le 18 mai. Voilà, le 18 mai, c'est lundi, et lundi, c'est l'échéance des contrats futurs sur le pétrole. Pareil,
On sait ce que ça a donné la dernière fois. Peut-être qu'il va rien se passer, peut-être que le pétrole va plonger une nouvelle fois, mais je me méfie. Personne pensait que le pétrole pouvait aller en territoire négatif. On l'a vu le mois dernier. Donc maintenant, je suis avisé et je préfère attendre le 18 mai pour effectivement voir si oui ou non cette hausse est juste un énorme bull trap ou au contraire elle est justifiée par une amélioration à venir des fondamentaux ou des nouveaux contrats sur la prime de contingo ou de backwardation, comme vous le savez. Pour terminer ce briefing, le Bitcoin, nouvelle tentative, encore une fois, on a cassé hier, on fait le pullback. On fait le pullback, mais il ne faut pas aller plus bas. Faut pas aller plus bas. Si on casse, encore une fois, un nouvel échec, hein. Ici, une fois, deux fois, breakout avorté. Là, on y allait en deux fois, on a cassé l'oblique, on a buté sur la zone de polarité, on casse. Le lendemain, et là, si on réintègre, c'est vraiment que les acheteurs n'ont strictement rien dans le bide. Et ça commencerait à devenir même pesant, je trouve. Parce que nous faire le coup ici, tenir quelques jours et repartir, pareil ici, je comprends pas. Je comprends pas cette logique Ah oui, on a parlé, il y avait une euphorie récente autour de halving et compagnie, comme quoi le Bitcoin allait exploser. Donc pour moi, c'était un non-événement, étant donné qu'on le sait depuis 4 ans, en fait, que c'est pas on achète la rumeur. Enfin oui, on pouvait acheter la rumeur et vendre la nouvelle parce que ça permet de driver la hausse. Mais on le sait. On sait que le prochain aura lieu dans 4 ans, et ainsi de suite, et l'autre prochain dans 4 ans, donc ce sera en 2024, en 2028. Donc c'est pour ça que c'est un peu un non-événement, étant donné que on sait quand est-ce qu'il va arriver le halving. Reste à savoir si la hausse va être accompagnée, enfin, du moins si le halving va permettre une nouvelle hausse sur le BTC. Quoi qu'il en soit, on est sur la zone clé, la zone des 9600. Donc ici, il faut tenir. Les acheteurs, certes, gardent la main car on est toujours à l'intérieur du canal haussier. Ça devient critique si on repasse une nouvelle fois sous les 9006, 9003 et qu'on casse l'oblique et qu'on casse la borne de base du canal. Là, effectivement, alerte, ce serait plutôt un retour en direction des 7630, au moins. Moins la moyenne mobile 200, je pense que la moyenne mobile 200 viendrait s'aligner et la moyenne mobile 50 viendrait, serait couplée à la moyenne mobile 200 ici, donc on aurait déjà un retour sur les 8000 points. Mais là, il faut vraiment que les acheteurs montrent l'ascendant, parce qu'on a l'impression que ici ça cale, et que effectivement, une fois, deux fois, la troisième fois, c'est bon, on y va une bonne fois pour toutes, et on montre qu'on a envie d'aller chercher les 10 009 dans un premier temps. Et si on casse les 10 009, on irait un peu plus haut, le temps de faire des rotations, au moins chercher 10 009, on retourne à 9003, et puis on fait une nouvelle vague en direction des 12 000. Encore une fois, on verra bien d'ici lundi, étant donné que la plus grande partie des mouvements risque de se faire ce week-end. Bien risque, mais on le sait, la dernière fois ici, c'était durant dimanche, quand le BTC a perdu quasiment plus de 10% sur son point bas, quasiment 12%. À chaque fois, ça nous fait le coup. Voilà, encore une fois, ici, c'était au mois de mars, au mois de mars, le dimanche 8 mars, la cassure de l'épaule tête épaule, le signal était donné le week-end, donc voilà. Ici, pareil, le breakout avorté a eu lieu le week-end. Maintenant, on le sait, je préfère attendre la clôture hebdomadaire et la fin du week-end pour confirmer ou non cette cassure qui permettrait au BTC de prendre, d'aller un peu plus haut, tout simplement. Sinon, attention, encore une deuxième fois au breakout avorté, mais là, je commencerai à m'inquiéter en me disant que finalement les acheteurs n'ont strictement rien dans le ventre et sont incapables d'aller plus haut et que le mouvement finalement pourrait s'essouffler petit à petit et retomber. Toutefois, tant qu'on est à l'intérieur du canal et au-dessus de l'oblique, à court terme, il garde la main. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés par le briefing des marchés, je vous mets l'article complet dans la description de la vidéo.
Petit rappel, n'oubliez pas de vous inscrire aussi la semaine prochaine pour les figures chartistes, le webinaire Daily FX de formation au trading sur la partie 2. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ou pris connaissance, je vous invite à aller directement dans la section Daily FX Université sur YouTube et à regarder la partie 1 pour être à jour. Et comme ça, au moins, on pourra monter en puissance rapidement durant cette partie 2. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, un très bon vendredi, de très bons trades aussi. Soyez prudents et on se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur les marchés.